Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 15 février 2017. Notre sujet d'aujourd'hui est d'une actualité brûlante après la vague d'attentats que nous avons connue en France depuis 2 ans et dans le monde entier depuis le 11 septembre et même un peu avant. J'ai en effet intitulé cette émission « Comment lutter contre la radicalisation ». Et c'est un plaisir pour moi que d'accueillir un invité parfaitement qualifié pour en parler. Bonjour Karim Ifrak. Bonjour Jean. Alors Karim Ifrak, vous avez un profil très riche puisque vous êtes à la fois un chercheur et un homme d'action. Né au Maroc, vous avez fait vos études supérieures en France, à l'école pratique des hautes études, dans 2 domaines complémentaires et où on manque de référents, l'islamologie et l'histoire de la pensée. Vous êtes de culture musulmane, mais pas un acteur du religieux. Chercheur au CNRS, islamologue, votre lecture du Coran est celle d'un expert, d'un technicien en quelque sorte, capable d'apporter une lecture scientifique et non mystique des textes. Vous êtes donc parfaitement au courant des lectures et manipulations faites par les courants dits de l'islam radical, et nous en parlerons. Mais vous êtes aussi un homme d'action courageux avec un agenda très clair. Vous participez en France et ailleurs à des colloques, des réunions d'experts, des rencontres interreligieuses, où de plus en plus d'intellectuels explorent toutes les pistes possibles pour lutter contre la radicalisation, cette radicalisation porteuse de haine et qui trop souvent précède les meurtres terroristes. Alors, première série de questions, Karim Ifrak, pour affiner un peu votre portrait. Est-ce que vous pouvez préciser à nos auditeurs quels sont les outils qui sont les vôtres pour vos recherches au CNRS ? Merci beaucoup Jean Corcos pour cette invitation et également pour cette question qui est pertinente. Parce que lorsqu'on veut traiter de la question de radicalisation, c'est une discipline qui convoque plusieurs savoirs. Pour mieux analyser ce phénomène, on fait appel à plusieurs sciences, à savoir la sociologie, l'histoire des mondes musulmans, également l'histoire des pays musulmans, à travers un petit peu la géopolitique, également, et ça c'est un mode qui est un petit peu délaissé, c'est les sciences de linguistique. J'entends par là la philosophie du langage et les éléments de discours. Pourquoi ? Parce que bien souvent, la radicalisation, elle est portée par une idéologie, et cette idéologie, elle est savante, elle s'exprime dans des textes assez sophistiqués qu'il importe de comprendre, de connaître et d'analyser. Alors, est-ce que vous pouvez donner très rapidement des exemples de votre travail de terrain contre la radicalisation ? Alors, contre la radicalisation, mon travail de terrain, il reste classique, c'est-à-dire des conférences, des rencontres avec des experts, des rencontres interreligieuses. En bref, ça reste article concentré sur l'information et la prévention. Voilà, je dois dire que bon, on est amis sur le réseau Facebook, c'est assez impressionnant, les voyages que vous faites, etc. Je crois aussi que vous êtes impliqué avec le projet Aladdin aussi, pour la compréhension. Au fait, tout simplement voilà. Parce que pour mieux maîtriser les articulations qui sont liées au radicalisme, il faut faire un peu de terrain, parce qu'il ne s'agit pas d'étudier l'autre uniquement sur ce qui est écrit. Bien souvent, il faut analyser ce qui est écrit à la lumière de la réalité du terrain. Parfait. Alors, Karim Ifrak, il y a quelques décennies, quand on parlait de terrorisme, on pensait à l'époque à l'extrême gauche, Action Directe, les Brigades Rouges. Et est-ce que vous pensez que la radicalisation des jeunes qui ont fait des attentats au nom de l'État islamique, elle est analogue à celle de ces jeunes de cette époque, d'il y a 30 ans ? Alors, aucunement, pour la simple raison que les acteurs des attentats terroristes qui ont endeuillé la France, qui ont endeuillé un petit peu le monde depuis une petite décennie, ils sont inscrits dans un autre agenda politique. Aucun rapport entre l'agenda politique islamiste djihadiste et un agenda politique de gauche. Je m'explique rapidement. Les auteurs des attentats, on va dire les organisations terroristes
internationales, elles sont plus dans une approche de conflit international. Là, on est sur des idées de retour du califat, de l'internationalisation du conflit, et avec des moyens beaucoup plus importants et beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus dangereux que ce qu'il y avait dans le siècle dernier. D'accord. Mais sans banaliser, en restant maintenant à notre époque, bon, on voit quand même des manifestations qui dérapent actuellement, ce qui se passe par exemple dans les banlieues. Vous savez qu'il y a une violence virtuelle qui est très forte sur Internet, dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi d'un processus de radicalisation très au-delà de cette minorité islamiste, de toute la société? Effectivement, il y a des analogies. Maintenant, il faut faire très attention parce que les auteurs des attentats terroristes, ils ont basculé dans la violence et ils ont commis l'irréparable. Les manifestations qui s'orientent un petit peu vers la radicalisation, qui sont un petit peu le phénomène des nouvelles technologies et des réseaux sociaux qui sont utilisés à outrance par les jeunes générations, alimente un petit peu les idéologies de la radicalisation, mais en aucun cas il ne faut les rapprocher avec la violence qui est commise par les terroristes djihadistes. Bon, c'est une réponse très très claire. Alors, Karim Ifrak, vous connaissez certainement l'opposition entre les théories d'Olivier Roy et de Gilles Kepel à propos du processus de radicalisation menant au terrorisme djihadiste. Le premier, Olivier Roy, dit que le phénomène djihadiste n'est pas la conséquence d'une radicalisation de l'islam, entre guillemets, mais d'une islamisation de la radicalité, toujours entre guillemets. Par contre, Gilles Kepel pense qu'il faut voir en face une idéologie, qui est l'idéologie salafiste. Elle a sa dynamique propre, elle n'est pas née chez nous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Question très pertinente. Question très pertinente. Écoutez, pour être très franc, parce que nous sommes ici en face des auditeurs qui essaient de comprendre un petit peu dans ce brouillard sur les questions de radicalisation. Et j'en profite également pour dire que sur le phénomène de radicalisation, il existe un autre phénomène, c'est celui un petit peu du brouillard sur les explications. Moi personnellement, je n'adhère ni à l'une ni à l'autre, pour la simple raison que lorsque Olivier Roy il parle de radicalisation de l'islam, il entend par là que les jeunes qui ont basculé dans la radicalisation, ils étaient déjà radicaux avant de rencontrer l'islam. Oui. C'est-à-dire que ces gens-là, lorsqu'on les a on a étudié leur profil, on s'est rencontré qu'ils ne connaissent rien sur la religion. Moi, je veux bien l'entendre, mais ça pose quand même quelques questions, parce que l'ensemble de ces acteurs qui se sont radicalisés avant de rencontrer l'islam, ce sont des gens qui ont rencontré un islam radicalisé. Ils ont choisi ce type d'idéologie qui verse dans la violence, et d'autant que il y a certains acteurs qui n'ont jamais été, qui ne sont pas passés par cette phase de radicalisation pour tomber dans la violence. Donc cette école de pensée, de la même que celle de Gilles Kepel, elle verse un petit peu dans l'essentialisme, elles prennent des raccourcis qu'il vaut mieux éviter pour laisser les choses claires. Alors, Karim Ifrak, il reste 2-3 minutes. Alors, on va peut-être juste survoler pour vous une réponse à la question, mais c'est assez fondamental parce que, comme vous dites, c'est un domaine qui est mal connu, mais les gens utilisent des mots, très souvent. Alors, on cite des mouvances, on dit les salafistes, les intégristes ou wahhabistes, les frères musulmans. On montre du doigt, par exemple, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Alors, dans les 3 minutes qui nous restent, est-ce que, d'abord, toutes ces mouvances ont le même agenda ou des agendas différents, agenda au sens anglo-saxon, programme. Et quels sont les pires? Voilà. Et si on n'a pas le temps, on rebondira là-dessus en deuxième moitié d'émission. Alors oui, il existe plusieurs mouvements idéologiques, et ces mouvements idéologiques, ils ne partagent pas le même agenda. Même lorsqu'on creuse un peu plus au cœur du sujet, on se rend compte qu'il y a un antagonisme entre les différentes orientations. Maintenant, pour revenir au salafisme wahhabite, le salafisme wahhabite ne s'inscrit pas dans un agenda islamiste politique.
qui est complètement différent de ce que essayent de développer les frères musulmans. Qui sont d'abord une association politique. Qui sont, voilà, qui versent vraiment dans le politique. Et quand on revient sur l'Arabie Saoudite et le Qatar, ben, tout simplement, quand on remonte un petit peu dans l'histoire, on se rend compte que le Qatar, à la base, faisait partie de l'Arabie Saoudite et qu'il a été wahhabisé avant de devenir le Qatar. Ouais. Alors, une fois qu'il est devenu le Qatar, l'idéologie de la société qatari était wahhabisée de la même façon que l'Arabie Saoudite. Et pour revenir rapidement sur le wahhabisme, c'est un mouvement qui est rigoriste, voilà, qui prend un islam rigoureux avec l'idée de revenir un petit peu à l'islam des origines et qui s'inscrit dans une tendance passéiste qui idéalise un petit peu un islam imaginé. Mais vous n'avez pas répondu quels sont les plus dangereux. Ah, les plus dangereux, alors là, je dirais pas qu'ils sont dangereux. Il y a un peu de dangerosité, mais cette dangerosité, elle s'exprime lorsqu'elle rencontre d'autres éléments. Pour dire que qu'est-ce qui est dangereux dans ces mouvements-là, c'est les mouvements takfiristes qui n'ont rien à voir ni avec le wahhabisme, ni avec le frérisme. Le sujet donc de cette émission, c'est comment lutter contre la radicalisation. Mon invité est monsieur Karim Ifrak, islamologue et chercheur au CNRS. On était en train de passer en revue, disons, un certain nombre de mouvances, plus ou moins radicales, et vous avez prononcé un mot qu'on n'entend pas beaucoup. On parle de salafisme, on parle de frères musulmans, c'est le takfirisme. Est-ce que vous pourriez le redéfinir ? Très bien. Alors, le takfirisme, c'est un mouvement qui est né au début des années 70 en Égypte. Ce mouvement, il est sorti un petit peu, il a fait ses classes un petit peu chez les frères musulmans. C'est-à-dire que les membres qui vont développer ce mouvement, à la base, ils étaient fréristes. Voilà. Mais à un moment, ils se disent que les actions politiques des frères musulmans ne sont plus suffisantes et il faut absolument forcer la main de l'État, du gouvernement, à nous entendre et à nous écouter. Donc, du coup, ils vont développer une idéologie qui va s'orienter d'abord sur le takfir. Le takfir, c'est quoi? C'est le fait de jeter c'est d'excommunier les personnes qui sont musulmanes ou autres. Là, on est bien évidemment dans un espace musulman, parce que, au regard de ces gens-là, les non-musulmans sont forcément des koufars, des gens qui... des mécréants, donc la question est réglée. Donc à partir de là, lorsque vous jetez l'anathème sur une population, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, cette population, à vos yeux, elle devient complètement illégitime pour gouverner, pour tenir l'État et pour faire avancer le monde musulman. Ben, c'est très clair. Alors, Karim Ifrak, on lit à propos des discours de l'islamisme radical, bon, c'est vrai qu'il s'appuie sur une lecture littéraliste de certains versets du Coran, bon, comme le font les salafistes, mais on pourrait les contrer. Alors comment? Par une démarche pédagogique. On pourrait contextualiser les passages violents en disant c'est à l'époque historique des débuts de l'islam. On pourrait distinguer les deux personnages que fut Mahomet, parce que c'est le prophète dans les versets de la Mecque. Mais dans ceux de Médine, c'est autre chose, puisque c'est aussi le chef militaire, donc c'est un autre contexte. Bon, vous savez aussi qu'il y a eu un prêche unique lu dans toutes les mosquées de France après les attentats du mois de novembre 2015. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est suffisant? Bien évidemment que ça n'est pas suffisant et la preuve c'est que rien n'avance. On a même le sentiment que ça ne fait qu'empirer de plus en plus. Mais il est vrai que une des méthodes qui pourrait être la plus efficace, c'est vraiment l'information et la sensibilisation. Il faut savoir qu'au niveau des textes, lorsqu'on veut manipuler les textes, il faut d'avoir déjà un certain bagage, une certaine légitimité. Ça n'est pas n'importe quel monsieur tout le monde qui va aller ouvrir un livre coranique, que ce soit en langue arabe, dans sa langue origine, ou dans d'autres traductions, et qui va commencer à commenter les textes. Et c'est malheureusement cette approche littéraliste qui est à la base de la violence, mais également de beaucoup d'amalgames
l'islam autour de cette question-là. Également, il faut savoir une autre chose, c'est que les questions de djihad, c'est-à-dire de recours à la force légitime, c'est une question qui n'appartient uniquement qu'à l'État. C'est l'État, le chef de gouvernement, le président, le monarque ou je ne sais pas qui a seul le droit de statuer sur le fait de faire ou de ne pas faire. Lorsque vous êtes un individu seul, ou vous êtes un mouvement, ou vous êtes une organisation terroriste, vous n'avez aucune légitimité de faire appel au djihad, ni d'appeler les gens à faire le djihad. Donc une fois que ce recours à la force légitime n'est plus canalisé, ben on est dans la violence et on est dans le terrorisme. Tout à fait. Alors, vous savez que, enfin, vous venez d'un petit peu d'y faire allusion, c'est-à-dire que les jeunes qui sont paumés, qui vont chercher quelque chose, on avait parlé d'Internet à propos de cette radicalisation de la société, et la situation est très préoccupante, parce que le monde est devenu un village global. Bon, il y a des jeunes qui sont nés musulmans, qui ignorent tout, en fait, de leur religion. Ça a toujours existé, oui. Donc, ils vont s'adresser, vous connaissez l'expression, le shirk Google. C'est-à-dire qu'on fait Google, et puis on cherche. Et ils risquent de trouver, d'abord, les sites les plus actifs, où les forums de discussion sont les plus nombreux, et c'est là que tout le monde dit, tous les experts disent, les discours salafistes dominent. Dans les réseaux sociaux, on voit circuler en boucle des théories du complot qui sont souvent antisémites. Alors, comment passer à la contre-offensive sur la toile, sur Internet? Alors écoutez, déjà que lorsque les spécialistes disent que la toile elle est saturée par les discours salafistes, il faut faire un distinguo entre ce qui est salafisme pur et ce qui est salafisme djihadiste. Il faut faire très attention à ça, parce que les salafistes, lorsqu'on reste un petit peu dans le wahhabisme, ce sont des gens qui prennent une idéologie rigoriste, un retour vers l'islam, un petit peu naïf. Mais quand vous êtes dans le camp des salafistes djihadistes, c'est-à-dire vous êtes chez les takfiristes qui développent les idéologies de la violence, ça c'est autre chose. Il faut faire très attention et faire le distinguo. Ça c'est un. Deuxièmement, de la même façon que ces mouvements investissent la toile, il faut absolument que l'État, le gouvernement, les universités, toutes les personnes qui sont touchées ou intéressées par ce phénomène, par ces questions-là, investissent également à leur tour la toile. C'est au niveau donc des pouvoirs publics, des universités, de faire appel à des gens comme vous pour avoir des contre-discours. Tout à fait, parce que la violence, elle n'est dans le fond qu'une idéologie, et l'idéologie, ce sont des idées, et on combat les idées par d'autres idées. Absolument. Donc c'est discours contre discours. Discours contre discours. Alors, je pensais à deux questions, je vais essayer peut-être de les regrouper quelque part en citant deux personnes. Je vais citer l'anthropologue du fait religieux, donc Dounia Bouzard, qui dit que les départs volontaires pour le djihad, ça vient d'un embrigadement, où Internet joue un grand rôle, mais qui ressemble à une sorte de secte. Donc c'est d'abord quelque chose de sectaire au niveau du recrutement. Et alors, par contraste, donc deuxième personne que je vais citer, c'est le psychanalyste Fethi Ben Slama. Lui, il pense qu'assimiler la radicalisation à un phénomène sectaire, c'est beaucoup trop réducteur. Et il dit, il y a toute une dimension psychologique, et il propose quelques clés. Les failles identitaires, un idéal blessé, l'angoisse de vivre dans un monde sécularisé pour ceux qui veulent vraiment être attachés à leur religion. Comment faire pour lutter contre ces traumatismes? Parce que c'est vraiment le domaine mental qu'on est. Écoutez, personnellement, je n'adhère pas à la thèse de la secte. La secte, c'est un espace qui est fermé, alors que les idéologies de la radicalisation, elles sont en libre circulation. Maintenant, penser que la radicalisation, elle passe par la phase informatique, je veux bien l'entendre dans quelques cas isolés, mais ça ne répond pas à l'ensemble des milliers de gens qui se sont radicalisés, qui sont partis faire le djihad, sans parler de ceux qui sont un petit peu en situation de sommeil. Bien sûr. Voilà, et les nombres doivent être beaucoup plus importants. Non, moi je pense que le facteur humain reste le plus important toujours, et que Internet ne fait que intensifier ce facteur. Oui. Donc il faut pas prendre la question à l'envers. Maintenant, pour ce que dit Ben Slama, pour qui j'ai beaucoup de respect, il est vrai que les traumatismes et les orientations personnelles jouent un rôle important dans le processus de basculement.
et non pas de glissement. Qu'est-ce que j'entends par le glissement et le basculement? Oui, le glissement, c'est le fait que on se radicalise petit à petit, en essayant de de revenir à sa religion ou de revenir à son islam. Le basculement, c'est vraiment lorsqu'on décide de passer à la violence. Alors entre les deux phases, il y a tout un gouffre, et c'est là où les expériences personnelles interviennent. C'est vrai, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Pourquoi? Parce que les quelques milliers, ne serait-ce que français, sans parler des autres, qui sont partis rejoindre les rangs de Daesh, on les a pas tous auditionnés. Donc on ne sait pas s'ils ont tous rencontré un traumatisme personnel dans leur vie. Ça c'est un. Mais il faut pas oublier non plus que à la base, aux origines de l'islam, lorsqu'il y a eu appel à ce djihad, est-ce que tout le prophète, les compagnons, tous les gens qui se sont engagés dans ce djihad, et les chroniques nous parlent de centaines de milliers de personnes, est-ce qu'ils avaient rencontré un traumatisme? Non. Donc on a une partie de la vérité, mais on n'a pas toute la vérité. Et ce qui me frappe dans vos réponses, c'est la nécessité d'avoir une approche finalement pluridisciplinaire. Tout à fait. Parce que c'est à la fois des sociologues, des psychologues, des gens qui connaissent l'histoire de la pensée, l'histoire tout court, hein, comme vous y faites allusion, bien sûr des islamologues. On a vraiment l'impression que ça va très 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 largement au-delà. Et c'était la dernière question que j'ai pas eu le temps de vous poser, mais c'est sûr que rencontrer des fidèles d'autres religions, c'est bien, ça favorise la tolérance. C'est vrai qu'il faut jouer sur l'éducation, comme le fait le projet Aladdin. Mais tout ça ne suffit pas. Il y a vraiment un énorme effort à faire. Non, bien évidemment, ça ne suffit pas, mais ça contribue quand même à apporter une partie de la solution. C'est la question de la radicalisation de la violence est très complexe, est très profonde et très enracinée. C'est quelque chose qui a commencé non pas dans les années 80 avec Al-Qaïda et les autres, mais c'est quelque chose qui est enraciné dans la société musulmane depuis facilement un siècle ou un siècle et demi. Voilà. Ce sont des expressions de la violence qui ressortent aujourd'hui parce qu'ils avaient besoin de couver le temps de s'exprimer. Ce qui signifie que pour travailler sur ces questions-là, il faut toutes les ressources et toutes les bonnes volontés. Eh bien, merci Karim Ifrak. Votre conclusion, je dirais qu'elle m'inspire de vous inviter à nouveau. Une autre fois, peut-être à l'occasion de livres ou d'articles, parce que c'était vraiment passionnant. Enfin, j'espère que mes auditeurs vous ont suivi aussi avec passion. Merci donc. Merci à mes auditeurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Merci beaucoup. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.